Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis tout à fait ravi d'être là pour vous parler du transfert embryonnaire. Mais ce qui m'étonne un tout petit peu, quand on parle le dernier, on est doublement sanctionné. Déjà, la séance aurait dû être finie depuis tout à l'heure et je constate qu'on me met un chronomètre maintenant. D'accord, mais bon, j'essaierai d'être dans les Ah, tu temps et auras tes 20 certainement minutes. j'essaierai. Non, non, je plaisante, Et en mais tant que j'essaierai membre du d'être dans les comité, temps parce qu'on est déjà en retard et on ne peut pas avoir accumulé le retard. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de transfert embryonnaire. Et comme vous le savez, le transfert embryonnaire, c'est une étape vraiment importante qui va participer au succès de la fécondation in vitro. Et que cette étape, vraiment, c'est la clôture de tout un processus qui a duré très longtemps et qui a mis beaucoup de temps pour arriver à cette étape. Malheureusement, donc c'est une étape qui est clinique, mais qui influence franchement les résultats. Et on a l'impression parfois que cette étape va être et peut être négligée par les praticiens et qu'on s'intéresse juste sur l'importance de la technique du transfert qui a été souvent masquée par les progrès de la biologie. On voit dans tous les congrès qu'on parle souvent de progrès de la biologie, du laboratoire, des milieux de culture, de la sélection de l'embryon, mais également de la stimulation des différentes molécules qu'on utilise pour essayer d'avoir le maximum de focytes, optimiser le développement folliculaire, essayer d'avoir le maximum de ovocytes matures, mais on a l'impression que parfois on y va vite pour l'étape du transfert embryonnaire. Mais effectivement, actuellement, on assiste à un regain d'intérêt au transfert embryonnaire. Et il faut savoir qu'il faut essayer d'optimiser ce transfert embryonnaire pour augmenter les chances de grossesse après transfert. Ce transfert va être précédé par une étape importante. Nous verrons tout au long de cet exposé de l'importance de l'exploration de la morphologie utérine, soit avant, soit en cours du processus de PMA, et qu'il faut peut-être aboutir à une standardisation des protocoles afin d'optimiser les résultats. C'est quoi d'abord un transfert embryonnaire? On sait tous ce transfert embryonnaire, donc c'est le transfert des embryons via un cathéter, suite aux sélections avec les biologistes du nombre d'embryons transférés. Ce transfert va se faire habituellement au deuxième, troisième jour, ou bien au cinquième jour si on va jusqu'au stade du blastocyste. Et on parle parfois d'implantation embryonnaire ou essentiellement d'implantation embryonnaire. J'ai un problème avec ça, ne passe pas. Voilà, quels sont les principes? Il faut savoir que le transfert embryonnaire est une intervention indolore et qu'on voit parfois souvent les patients réclamer une anesthésie générale. Pour un transfert embryonnaire, c'est vraiment inutile et ça ne fait qu'aggraver, augmenter les risques de complications liées à l'anesthésie. Donc, pas d'anesthésie vraiment, sauf dans quelques très rares cas exceptionnels où on a un vaginisme très important, où on est obligé peut-être de faire une sédation pour pouvoir faire un transfert dans de bonnes conditions. Parce que si on essaie de forcer les choses, on peut diminuer la qualité du transfert et par conséquent diminuer les chances de grossesse. Donc, pas d'hospitalisation évidemment. Et ce transfert embryonnaire va se faire habituellement sous échographie abdominale avec une vessie semi-pleine pour faciliter donc l'échographie et on verra plus tard, ça peut améliorer l'angulation col-corps pour faciliter le passage du cathéter. Donc les embryons qui baignent dans une goutte du milieu de culture sont aspirés donc à l'aide d'une seringue et il va y avoir une goutte d'air comme on le voit sur le cliché avant et après les gouttes du milieu dans lequel baignent les embryons et les embryons sont déposés à l'aide d'une seringue par une pression sur la seringue, une pression douce.
Les conditions générales du transfert, il faut savoir, sont très importantes à respecter. Et il faut savoir avoir le temps suffisant pour chaque patiente. On a l'impression parfois d'être un tout petit peu pressé pour faire un transfert. Non, vraiment, c'est un temps très important et il faut savoir prendre le temps pour faire le transfert et ne pas essayer de faire vite parce que c'est une étape cruciale dans le succès de la tentative de PMA. Il faut avoir un couple qui est décontracté. Il faut que les patientes soient installées confortablement avec une équipe détendue et à l'écoute du couple. Et il faut savoir contrôler le niveau sonore et le langage utilisé lors de la procédure du transfert embryonnaire. Il faut également une certaine douceur dans les gestes et il faut avoir donné préalablement au couple une idée sur le nombre et la qualité des embryons à transférer avant de démarrer la procédure de transfert et ne pas le faire vraiment en salle de transfert où les patients peuvent être surpris par le nombre des embryons. Donc les patients sont installés en position gynécologique, mis en place avec douceur d'un spéculant. Il faut effectuer une toilette du mucus cervical au sérum physiologique avec un essuyage soigneux du col, de l'exocol, par soit une compresse montée ou habituellement on utilise des bouts de coton. Et dans certains cas, on est obligé, quand la glaire elle est abondante, d'aspirer la glaire par les différents procédés disponibles, essentiellement par une aspiglaire. La progression du cathéter, elle est habituellement dans la technique de base, se fait sous contrôle échographique. Et la distance entre le cathéter et le fond utérin doit être au minimum de 1 cm. Une fois les embryons déposés, le matériel doit être retiré et remis au biologiste qui va vérifier que les embryons ont été bien transférés. Voilà, on va vous montrer un petit film où on voit la progression du cathéter. Donc on voit qu'on a bien vraiment le col bien aligné avec la cavité, la progression du col. Donc on arrive vraiment à peut-être 1,5 cm du col dans ce cas-là. Et les embryons vont être transférés. On verra après là où il faut déposer les embryons parce que les avis ne sont partagés et on n'a pas vraiment de certitude sur le lieu de transférer ou de déposer les embryons. Il faut donc, après la procédure, retirer le matériel et il faut prendre un certain temps de latence et on reparlera de ce point-là tout à l'heure. Quelles sont les étapes du transfert embryonnaire? Différentes étapes sont importantes pour la bonne réalisation d'un transfert embryonnaire. Tout d'abord, il faut un bilan anatomique. Et ce bilan, la connaissance de l'anatomie utérine, elle est indispensable avant donc de réaliser le transfert. On sait tous lors d'un bilan de stérilité, l'hystérosalpingographie est souvent systématique et cette hystérosalpingographie va nous donner jusqu'à aujourd'hui des informations précieuses sur la cavité utérine, sur l'antéversion ou de l'utérus, s'il y a un utérus latérodévié, sur l'aspect du col, c'est des éléments très importants qu'il faut apprendre à regarder lors de l'analyse d'une hystérosalpingographie dans le but d'un transfert embryonnaire et non uniquement dans un but de vérification de la normalité de la cavité utérine. Donc il faut anticiper et regarder d'un esprit vraiment prévoyant pour le transfert embryonnaire, donc apprécier une éventuelle angulation de la cavité utérine. Et la deuxième exploration qu'on utilise maintenant souvent, c'est l'hystéroscopie. Et on sait tous dans notre pratique actuellement que l'hystéroscopie est devenue presque un examen systématique avant fécondation in vitro. Les avis sont partagés. Il y a ceux qui font après échec, mais la majorité des auteurs maintenant s'accordent à la réalisation d'une hystéroscopie
pré-fécondation in vitro. Et lors de l'hystéroscopie, il faut également que cette hystéroscopie préférable être faite par le même opérateur. Et lors du passage de la cavité utérine, il faut apprécier ce passage de l'hystéroscope. Il faut essayer de marquer s'il y a des faits importants lors de l'hystéroscopie, comme une angulation, comme une déviation de l'utérus, pour pouvoir les utiliser lors de transferts et faire de sorte d'éviter des transferts difficiles. Et l'examen clé qui est réalisé très souvent avant d'arriver au processus de transfert embryonnaire, c'est l'échographie endovaginale. Et on sait tous que cette échographie va permettre d'analyser les conditions anatomiques de façon non invasive. L'échographie va permettre d'apprécier la position de l'utérus, rechercher et vérifier l'angulation du col par rapport au col, mesurer les dimensions du col et du corps de l'utérus, apprécier l'aspect du canal cervical, essayer de trouver certaines anomalies telles que des cryptes ou parfois des particularités du col, notamment après césarienne, où on voit de plus en plus des ismocèles et qui peuvent nous poser des difficultés lors du transfert embryonnaire. La deuxième question qu'on se pose après un transfert, est-ce qu'il y a une place au cathétérisme d'essai? Effectivement, il est possible de faire un cathéter d'essai à distance de la fécondation in vitro ou lors du jour de la ponction. Il faut également savoir qu'on peut, le jour du transfert, il y a beaucoup de collègues qui le font, moi habituellement je ne le fais pas, c'est d'introduire un cathéter d'essai le jour du transfert, mais il faut savoir ne pas aller au-delà de l'orifice interne pour ne pas risquer de traumatiser l'endomètre et provoquer par conséquent des contractions utérines et des lésions au niveau de l'endomètre. S'il y a une sténose cervicale qui est visible à l'échographie, à l'hystérosalpingographie ou lors d'une hystéroscopie, il ne faut pas hésiter à effectuer à distance d'une procédure de PMA à une dilatation cervicale qui faciliterait le transfert embryonnaire. L'intérêt de réaliser un cathéter d'essai a été confirmé dans de nombreuses études et ça permet de diminuer le risque de transfert difficile. Deuxièmement, ça permet d'adapter le choix du cathéter lors du transfert. Elle permet de mesurer l'hystérométrie et de repérer donc le trajet du canal cervical. Et ça permet, en tout compte fait, d'augmenter le taux d'implantation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aligner la cavité avec le col et par conséquent faciliter le transfert embryonnaire? Le remplissage vésical, on le sait, peut modifier donc la bascule utérine et améliorer l'alignement col-corps et faciliter, comme on l'a vu sur le film, le passage du cathère lors du transfert. S'il y a une très forte angulation, on sait tous qu'on peut utiliser une pince de Pozzi, mais il est préférable d'utiliser des pinces à des mords très fins. Mais une fois on a mis la pince, il faut savoir attendre quelques minutes avant d'effectuer le transfert parce que la pince de Pozzi, on sait, et ça a été prouvé, que ça va provoquer des contractions utérines. Donc il faut attendre quelques minutes avant d'effectuer le transfert. Mais cette pince de Pozzi, malgré le fait qu'elle provoque des contractions et ça risque de diminuer les chances de conception, le fait d'attendre, ça ne permet pas de diminuer le taux de grossesse clinique. Les différents catheters, on sait qu'il y a donc les catheters souples et les catheters donc avec guide. C'est les deux catheters qui sont utilisés le plus souvent. Quel type de cathéter il faut utiliser? On sait bien que une méta-analyse qui a été faite par Abou Setta en 2005 qui a montré qu'il y a une augmentation significative de taux de grossesse, de taux de grossesse évolutive et du taux de naissance vivante quand on utilise
un cathéter souple par rapport à un cathéter rigide. Cette méta-analyse a été donc faite en 2005 et a été confirmée plus tard. Donc, tout l'intérêt vraiment de faciliter, d'essayer d'être prêt le jour du transfert pour utiliser un cathéter souple afin d'augmenter nettement et significativement les chances de conception. Donc, on a dit que tous les cathéters sont semblables dès qu'ils sont souples. Habituellement, moi, j'utilise les cathéters de Friedman. Et sur la méta-analyse qu'on vient de citer, on sait que l'utilisation de cathéters souples par rapport à cathéters rigides permettent d'avoir donc une utilisation, le fait d'utiliser du cathéter souple, on utilise plus souvent une pince de Pozzi. On peut utiliser une hystérométrie pour dilater ou trouver une dilatation du col, mais les auteurs observent qu'il y a une présence plus fréquente de mucus cervical au retrait du cathéter, sans qu'il y ait une augmentation significative de la présence de sang ou une retention embryonnaire dans le cathéter. Donc les cathéters rigides, on le sait également, vont provoquer plus de traumatismes endométriaux et de contractions utérines que les cathéters souples. Donc les cathéters rigides ne gardent leur place que vraiment en cas de difficulté de transfert embryonnaire. Un autre élément important, quelle est la distance entre le cathéter et le fond utérin? À quel endroit doit-on déposer les embryons dans les cavités utérines? Et il faut savoir que le fait de bien connaître la cavité, d'avoir une idée sur l'hystérométrie, ça nous évite de toucher le fond utérin et par conséquent de déclencher des contractions utérines et des saignements qui peuvent s'accompagner par une diminution des résultats. Donc tout ça, maintenant, il est résolu par la pratique systématique, presque par tous les auteurs, de transfert sous contrôle éco-guidé et qu'il faut garder, comme j'ai dit tout à l'heure, au moins 1 cm du fond utérin avant de déposer les embryons. Le transfert sous éco-guidé, on a dit qu'elle est devenue maintenant la technique de référence, surtout si on ne connaît pas l'anatomie utérine. Et on sait que certaines équipes travaillent en collaboration et que ce n'est pas l'opérateur ou le médecin de la patiente qui effectue le transfert. Là, le transfert sous échographie va nous permettre d'avoir une idée rapide sur la cavité utérine et de se préparer avant d'effectuer le transfert. L'éco-guidage permet également d'aider le cathétérisme des cols difficiles et de préciser, comme on l'a dit, le lieu de dépôt des embryons. Il n'est pas prouvé, par contre, que l'échographie soit nécessaire si une exploration de la cavité utérine a été faite à distance du transfert et que la méta-analyse de Abousseta en 2005 concernant le transfert sous échographie a montré qu'il y a une amélioration du taux de naissance vivante, comme on a dit, des grossesses évolutives, de taux d'implantation embryonnaire et qu'il n'y a pas de différence en matière de grossesse extra-utérine ou bien de grossesse multiple. Il y a une nouvelle technique maintenant qui est réalisée par certaines équipes, toujours sous transfert échographie, mais sous transfert d'échographie endovaginale. On sait que l'échographie vaginale est maintenant l'examen de référence dans l'exploration du pelvis et certains auteurs se sont mis à faire un transfert sous échographie endovaginale et grâce donc à une plus grande précision du dépôt embryonnaire, cette technique va permettre une augmentation, d'après les auteurs, nous reviendrons sur l'étude, une augmentation significative du taux de grossesse par rapport à l'échographie abdominale et que cette technique va leur permettre de résoudre le problème des transferts difficiles. Donc, on va voir l'étude qui a été réalisée par le centre de Diaconès où ils ont réalisé 839 transferts sous échographie endovaginale par rapport à 3900 techniques de référence, soit une échographie abdominale. Donc, lors de cette étude, ils ont constaté qu'il y a une augmentation significative du taux de grossesse
quand ils font le transfert sous échographie endovaginale. Ils ont vu leur taux passer de 30% à 46% lorsque le transfert est effectué sous contrôle d'échographie endovaginale. Deuxième élément, ils ont vu que malgré l'échographie endovaginale, il y a à peu près 105 transferts qui sont avérés difficiles, dont à peu près 47, je crois, qui sont très difficiles, mais les transferts ont pu être faits et les auteurs n'ont pas trouvé de différence significative en termes de grossesse lorsque le transfert est fait par voie endovaginale, que le transfert était facile ou difficile. Est-ce qu'il y a un temps de latence à observer après injection des embryons? Il y a ceux qui retirent immédiatement le cathéter après transfert. Il y a ceux qui laissent un certain temps, habituellement 30 secondes, mais ceci ne semble pas influencer le résultat. Et il faut habituellement rester à peu près quelques secondes, mais en sortant, en retirant le cathéter, il faut continuer à garder la pression sur le piston pour éviter donc la réaspiration des embryons. Je vais passer rapidement par les contractions utérines. On sait que l'augmentation de la fréquence des contractions utérines dans l'étude de Franchin en 1998 a montré qu'il y a une diminution des taux d'implantation et que les contractions utérines sont inversement proportionnelles au taux de progestérone, d'où l'importance parfois d'avoir vraiment une idée sur le taux de progestérone émis. Deuxième étude qui a été faite par Aubrio en 2003 qui a montré qu'il y a une diminution du taux de grossesse lorsqu'on a des contractions utérines apparaissent lors du transfert, lorsque le transfert a été douloureux, quand on utilise une pince de Pozzi ou quand le fond utérin a été touché. Ces contractions utérines donc, peuvent être inhibées, comme on le sait, par la prescription de progestérone qui doivent être débutées dès le jour de la ponction et par les antispasmodiques. Mais il y a également certaines études maintenant qui sont intéressées à l'atosibank, c'est le Tractocil, qui est un antagoniste de l'ocytocine et qui est actuellement utilisé dans certaines séries, je finis bientôt, dans l'utilisation du transfert embryonnaire. Les paramètres de technique habituelle du laboratoire, on va passer rapidement. Donc, il semble qu'un volume de 20 à 40 microns soit suffisant. La présence d'air n'est pas très importante pour la réussite du transfert, mais ça nous permet de mieux voir le cathéter et les embryons. La viscosité du milieu de culture peut être également un facteur influençant les résultats. Et c'est pour cela que certaines séries se sont mis à utiliser ce qu'on appelle la glu ou la colle embryonnaire, qui est composée essentiellement d'acide hyaluronique, dans un but d'augmenter le pourcentage d'implantation et qui aurait montré une augmentation du taux d'implantation. Mais les méta-analyses ont rapidement montré qu'il n'y avait pas vraiment de bénéfice à utiliser ce genre de produit. Et qu'il y a également certains auteurs qui utilisent l'ajout de sérum de la patiente pour améliorer l'implantation, et également pas d'évidence sur cette pratique. L'asepsie doit être rigoureuse, il n'y a pas de place aux antibiotiques. Le transfert en 2 temps, il faut savoir que lorsque au retour on a des embryons, habituellement on les retransfère immédiatement. Il y a ceux qui le transfèrent ultérieurement, mais habituellement on le transfère immédiatement et ça ne diminue pas les chances de grossesse. Le post-transfert rapidement, donc après transfert dans la Cochrane de 2010 d'Abou Souda toujours, il n'y a pas de différence entre repos et après transfert et une déambulation immédiate. Pas de différence entre la durée du repos, mais habituellement l'observance d'à peu près une trentaine de minutes post-transfert et semble être bénéfique. Les thérapeutiques associées, je passe rapidement. Progestérone, là on sait tous sa place. L'injection de HCG, ça n'augmente pas les chances de transfert, mais ça expose au risque d'hyperstimulation. Pour l'aspirine, les oestrogènes, les héparines moléculaires et les corticoïdes, c'est vraiment des indications très spécifiques et il n'y a pas d'évidence à leur utilisation. Le facteur personnel, il existe donc de façon certaine une variabilité plus ou moins importante entre les différents opérateurs,
mais il ne semble pas exister de différence significative en termes de réussite en fonction de l'expérience de l'opérateur, et il y a une certaine courbe d'apprentissage qui est à peu près d'une vingtaine de transferts pour être performant lors d'un transfert. En conclusion, donc il faut savoir que le geste de transfert embryonnaire, il vient en conclusion à toute une procédure de procréation médicalement assistée, et que sa qualité va conditionner le succès de cette tentative, et d'où l'importance d'une standardisation de la technique, exploration morphologique de la cavité, importance du cathéter d'essai. Il faut effectuer une bonne toilette cervicale, utiliser un cathéter souple à chaque fois que c'est possible et déposer les embryons à distance du fond utérin. Et donc, il faut savoir que cette technique de transfert embryonnaire s'acquiert progressivement, mais rapidement. Merci. Merci. Allez, nous sommes en retard, on va prendre une question. Hop, je pense que tout le monde va se rue sur le café. Une question. Ouais. Docteur. Oui, s'il vous plaît, docteur Midessi. L'équipe de Bruxelles avait proposé que le gynécologue mette son cathéter et que le biologiste s'amène avec l'embryon. Au début, on avait rigolé en les faisant faire comme ça. Mais ils ont une étude qui a validé ça. Lorsque le gynécologue cathétérise et se place à distance idéale, il ne bouge plus. Et c'est le biologiste qui s'amène avec le cathéter de l'embryon. Ça a augmenté le taux de grossesse de façon significative. Bien, ça va faire plaisir à nos amis biologistes. Oui. Sinon, si on n'a pas de questions... On va lever la...